Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé 10 années à être traumatologue, à m'occuper des sportifs de haut niveau et des sportifs amateurs avant de me diriger vers la médecine régénérative. On peut se dire, tiens, pourquoi ce choix? Au fait, il m'a été plus ou moins imposé par la vie et mes patients. Je restaurais des articulations abîmées de patients, notamment des marathoniens qui ont eu aussi la peau très abîmée parce que le sport à l'extérieur abîme la peau à cause de l'héliodermie, à cause du soleil. Mais également les sports d'endurance creusent et ascétisent les visages. Donc très vite, j'ai commencé à leur demande à les réparer, à restaurer les peaux. Et l'aventure a commencé comme ça il y a déjà plusieurs années. Docteur, quel est le meilleur traitement pour les sillons nasogéniens? Je vous rappelle avant ça qu'un sillon nasogénien est un pli d'accumulation. Il ne s'agit pas là d'une ride à combler, mais il s'agit bien là d'un relâchement cutané. Pour traiter ce relâchement cutané, il va falloir agir sur la qualité de la peau. Pourquoi il y a un relâchement cutané? Parce qu'avec le temps, on va perdre en collagène, en élastine, en acide hyaluronique, également en protéoglycane et tout ce qui va constituer la matrice extracellulaire qui va contenir les cellules de la peau. Pour ce faire, nous avons plusieurs techniques à notre disposition. Une seule technique ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Je vous rappelle que pour travailler cette qualité de peau, nous avons besoin d'une boîte à outils extrêmement complète. Vous vous souvenez, pour construire une maison, nous avons besoin de plusieurs outils. Un seul outil, soit un marteau, soit un tournevis seul, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Pour la peau, c'est pareil. À la clinique, je préfère utiliser les inducteurs de collagène, vous le savez, l'hydroxyapatite de calcium, qui est une grosse bille sur laquelle vient se fixer le fibroblast. Et grâce à une action mécanique, mais également chimique, le fibroblast va pouvoir synthétiser du collagène, mais également de l'élastine, des protéoglycanes et même de l'acide hyaluronique endogène. Le résultat va être extrêmement naturel et la peau va pouvoir se retendre de façon à traiter un éventuel sillon nasogénien. On peut tout à fait le faire en prévention, je le conseille effectivement. À partir de l'âge de 25 ans, on sait que la peau perd 1% de collagène par an. Il faut bien entendu combiner avec d'autres techniques. Lorsqu'on a la trentaine, les inducteurs de collagène suffisent. Lorsque l'on avance dans l'âge, il est bien d'associer d'autres techniques, par exemple les fils tenseurs, que j'aime beaucoup, qui vont permettre de replacer immédiatement les tissus et de traiter de ce fait le sillon nasogénien. On a tous envie devant notre glace de faire des petites choses comme ça. Docteur, je suis bien mieux comme ça. Et pour entretenir, c'est bien de pouvoir réaliser en dehors de ça du laser, des peelings, beaucoup de traitements qui vont avoir pour seul but unique de synthétiser du collagène et d'entretenir cette tension cutanée et cette élasticité cutanée nécessaire pour avoir une belle peau et éviter d'avoir des sillons nasogéniens. Question que vous me posez souvent, docteur, comment soigner la rosacée? Est-ce qu'il y a un traitement miracle pour guérir de la rosacée? Il faut savoir que la rosacée est une maladie chronique. Nous pouvons espacer les poussées, les limiter dans leur intensité, mais malheureusement, nous ne pouvons pas guérir de cette maladie chronique. Nous pouvons tout à fait vivre correctement avec, car il existe malgré tout des traitements qui vous accompagnent dans votre rosacée. La preuve, je souffre de rosacée, également de rosacée oculaire et je n'ai pratiquement plus de poussées aujourd'hui, j'en ai parfois quelques-unes, si je ne fais pas attention à mon hygiène de vie. Première chose, qu'est-ce que c'est que la rosacée? La rosacée est une maladie chronique de la peau qui s'exprime surtout au niveau du visage par une dilatation anormale des vaisseaux, une rougeur excessive et une chaleur également excessive au niveau du visage.
Elle peut se manifester au niveau des yeux également, avec des yeux secs et la présence possible de chalazion. Pourquoi souffre-t-on de rosacée? A priori, il y a un facteur génétique. 30% des personnes qui souffrent de rosacée ont un antécédent familial. Les personnes souffrant de rosacée ont également une peau plus sensible que les autres et une réaction immunitaire beaucoup plus forte face aux agressions extérieures que peuvent être le froid, la chaleur, qui vont déclencher des poussées de rosacée, mais pas que, le stress, la consommation d'alcool, d'aliments épicés notamment, vont déclencher des poussées inflammatoires et une vasodilatation au niveau des vaisseaux du visage. Avec le temps, cette vasodilatation s'aggrave. C'est pour cela que les personnes qui souffrent de rosacée sont extrêmement ennuyées dans leur vie sociale par toutes ces rougeurs et tous ces vaisseaux qui sont dilatés sur le visage. Il y a également la présence d'un acarien qui va aggraver cette rosacée. Elle n'en est pas la cause, mais elle l'aggrave, le Demodex. Pour traiter tout ça, il y a plusieurs traitements. Il faut d'abord mettre le doigt sur le type de rosacée. S'il s'agit d'une simple rosacée vasculaire, il existe des traitements par laser. Il y a différents types de lasers, la lumière pulsée, les lasers vasculaires qu'il faut réaliser l'hiver à distance du soleil, qui vont permettre de diminuer, voire de faire disparaître les télangiectasies, qui sont les petits vaisseaux dilatés. Il existe également des crèmes à base de bêta-bloquants qui vont venir pendant 8 heures permettre à la peau de ne pas rougir. Cependant, j'émettrai une petite note négative sur cette crème. Dès lors que la crème ne fait plus effet, on a un effet de flush réactionnel avec des rougeurs qui arrivent de manière excessive et qui peuvent être accompagnées de chaleur et même de picotements et de sensations désagréables, pour ne pas dire parfois douloureux. En cas de rosacée papulo-pustuleuse, nous pouvons utiliser par voie locale des crèmes, notamment à base d'antiparasites et d'antibiotiques, comme le métronidazole par exemple, mais également l'acide azélaïque qui est un excellent anti-inflammatoire, ou l'ivermectine qui va permettre également une action anti-inflammatoire. Un traitement oral peut être également donné. Il s'agit d'un antibiotique de la famille des cyclines. Il faut savoir cependant qu'il est photosensibilisant. Il ne faut pas le prendre en plein soleil. Enfin, évitez d'utiliser des crèmes à base de cortisone parce que cela va aggraver aussi cette rosacée. Et enfin, évitez d'aller sur internet et d'essayer des crèmes fait maison ou des tutos faits par des non-médecins qui n'y connaissent rien et qui peuvent aggraver votre rosacée. Adressez-vous à votre médecin ou dermatologue ou médecin esthétique qui a une connaissance de cette pathologie. J'espère vous avoir éclairé sur les méthodes possibles pour traiter la rosacée. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut être conscient qu'il s'agit là d'une maladie qui est chronique, qu'on ne pourra pas en guérir, qu'on va pouvoir simplement espacer les poussées et on peut très bien vivre avec. J'en suis la preuve vivante. Alors, les premières questions qui viennent en général sont docteur, quoi choisir entre chirurgie et médecine régénérative? Quelle est la meilleure alternative? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas opposer ces techniques. On a deux philosophies différentes. D'un côté, la chirurgie qui va découper, suturer, replacer les tissus, retirer des excès de peau, mettre des implants, etc. Et de l'autre côté, la médecine régénérative qui va vous accompagner tout au long de votre vieillissement, qui va permettre de restaurer la qualité de la peau, qui va restaurer le vivant, chose que la chirurgie ne peut pas faire. Le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui se trouve dans la matrice extracellulaire qui va contenir différentes choses, les protéoglycanes, l'élastine, le fameux collagène dont on parle tant, l'acide hyaluronique. Tout ça va faire qu'on va avoir une peau en bonne santé et une peau
tendu. Avec le temps, toute cette matrice extracellulaire s'effondre et la peau avec. La gravité, bien sûr, a son rôle. La résorption osseuse également, avec le recul du massif facial, va engendrer un vieillissement également. Et la médecine régénérative va devoir régénérer ces différentes formes de tissus de façon à reconstituer cette matrice et redonner une peau lumineuse avec un super glow. La médecine régénérative, c'est une grosse boîte à outils. Il va falloir sortir soit du laser, soit des inducteurs de collagène injectables, soit des fils tenseurs, des peelings, de la cosmétologie. Et grâce à cette boîte à outils très complète, on va pouvoir obtenir des résultats extrêmement naturels et des résultats même époustouflants, dignes de chirurgie. Dans certains cas, malheureusement, la chirurgie peut être nécessaire. Je le répète, je ne suis pas là pour dire que la chirurgie, il faut éviter, etc. Je suis médecin, donc forcément, je ne vais pas aller à la chirurgie. Mais dans certains cas, je pense notamment à mes patients anciennement obèses qui ont perdu plus de 40 kilos. Il peut y avoir un excès de peau important. Cet excès de peau, il faut la retirer et malheureusement, la médecine régénérative ne sera pas suffisante. En revanche, il m'est arrivé d'avoir des patients qui avaient perdu beaucoup de poids, pour lesquels j'avais été honnête en leur disant, vous savez, je pense qu'il faut d'abord passer entre les mains d'un chirurgien et ensuite je m'occupe de vous. Ils m'ont très vite dit, docteur, si vous ne faites rien, alors je n'irai pas en chirurgie. Donc très vite, je me suis occupée d'eux et on a malgré tout obtenu de très beaux résultats. Certes, c'était pas parfait, mais cela convenait aux patients. Donc c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir à deux. On ne doit rien vous imposer. Par contre, on doit être honnête avec vous en vous disant ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Est-il possible de créer un Foxy Eyes avec la toxine botulique? Qu'est-ce que la toxine botulique? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une protéine sécrétée par une souche neurotoxigène, le Clostridium. La toxine botulique va venir inhiber l'activité musculaire de manière transitoire. Ces indications thérapeutiques ne cessent de se développer. Cette neurotoxine a été reconnue par la FDA en 1978 à but thérapeutique et bien plus tard à but esthétique. Est-ce que l'on peut créer un Foxy Eyes avec la toxine botulique? Je vous réponds de suite. Alors, je vais vous parler du muscle orbiculaire. Il s'agit du muscle qui entoure l'œil. Il permet à la fois l'abaissement du sourcil, mais également l'élévation de la joue et de la paupière inférieure lorsque l'on sourit. Ce muscle, qui est très très adhérent à la peau, est responsable également des rides dynamiques qui peuvent persister au repos avec le vieillissement dû à la perte de collagène et d'élastine. La peau effectivement ne reprend pas sa place initiale. Ce muscle constricteur est responsable également de l'abaissement des sourcils. Donc, on s'aperçoit que si on vient injecter sur le rebord externe de l'orbiculaire un petit peu de toxine botulique, celui-ci va être beaucoup moins constricteur et va permettre à la queue du sourcil de s'élever et de créer cet effet Foxy Eyes. Cependant, il ne s'agira jamais vraiment d'un vrai Foxy Eyes avec les sourcils très très levés, car le muscle ne peut pas donner plus qu'il ne le peut. Hein. Dès qu'on a le relâchement au fait du muscle orbiculaire, ça va tout simplement permettre un peu plus l'élévation latérale, mais jamais vous n'aurez un vrai Foxy Eyes. Donc ça restera très très léger, très naturel, et cela peut tout à fait suffire à ouvrir un regard. Cependant, lorsqu'il y a une vraie ptose ou un vrai excès de peau, alors il faudra aller vers un autre traitement. S'il y a une vraie ptose au niveau de la queue du sourcil, alors moi je conseille, c'est ce que je pratique, un lifting par fil tenseur qui marche très très bien. Et s'il y a un excès de peau, la blépharoplastie médicale au laser suffira pour retirer cet excès de peau. La ménopause, est-ce qu'elle a un retentissement sur le vieillissement de la peau? Bien évidemment.
Je rappelle que le vieillissement est constitué de deux types de vieillissement. Le vieillissement intrinsèque, qui est notre vieillissement chronologique, biologique, qui est programmé, et le vieillissement extrinsèque, qui représente 70% du vieillissement. Il s'agit de tous les facteurs extérieurs, tels que l'exposition à la pollution, au tabac, à l'alcool, au soleil, au stress, qui présente un stress oxydatif au niveau des cellules, et puis l'hygiène de vie par l'alimentation, le sport, etc. Il y a cette notion d'épigénétique, je ne cesse de vous expliquer cela en consultation. Il y a moyen d'éteindre les mauvais gènes afin qu'ils ne s'expriment pas et qu'ils ne viennent pas abîmer et vieillir la peau plus que cela. Donc ce n'est pas une fatalité si maman a été très ridée, vous ne le serez pas forcément si vous faites attention par votre hygiène de vie. Les hormones ont bien évidemment un rôle clé dans le vieillissement cutané. Sous l'effet de la perte des oestrogènes avec la ménopause, la peau va perdre en collagène, va perdre en élastine. Les fibres de collagène dans la matrice extracellulaire vont se désorganiser. Également, moins d'acide hyaluronique présent dans la peau, donc moins d'eau. On sait que l'acide hyaluronique attire l'eau. Il y aura de ce fait moins d'hydratation. La carence en oestrogène va également provoquer une fragilité au niveau des fanères, des cheveux, des ongles. Si votre santé le permet et s'il n'y a pas de cancer du sein chez vous, oestrogène dépendant ou dans la famille, vous pouvez très bien demander à votre médecin s'il est possible de prendre un traitement hormonal substitutif. Il a été clairement prouvé dans les études scientifiques que la prise d'un traitement hormonal substitutif, notamment à partir de 5 ans de prise, permet d'avoir une peau de meilleure qualité, plus hydratée, moins de rides, moins de sécheresse également, et puis des cheveux et des ongles de meilleure qualité. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère également que vous aurez appris plein de choses pour bien vieillir et être mieux dans votre peau. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à cocher la petite cloche pour avoir les alarmes lors des prochaines vidéos. À bientôt!